m'appelle Kriane, j'ai 53 ans. Donc, verre en plastique parce que je le casse beaucoup. J'ai fait des petites choses ce matin, mais tu peux filmer, c'est pas top secret. J'ai beaucoup de chance, j'ai ma maman qui est toujours là, j'ai mon compagnon qui est formidable aussi, qui est militaire. Et après j'ai ma meilleure amie qui est auxiliaire de vie, comme par hasard. J'ai la chance d'avoir 2 sœurs et je m'entends super bien avec elles. Et là je fais les dessins pour la suite du Chevalier Elliot. C'est vrai? Ouais, j'ai bien avancé les dessins, mais là tu peux pas les filmer parce que c'est plus que top secret. Ouais. C'est toi qui dessines? Ah ouais, j'ai dessiné. Ce qui fait aussi mon ADN, c'est qu'en fait je suis tatouée. Et notamment le dernier, en fait il a été fait en hommage aux victimes civiles et militaires des attentats terroristes. Celui-là, il est vital pour moi, il est, on va dire, il est élémentaire, il est unique. Donc je voulais absolument représenter le drapeau français parce que pour moi, les couleurs de mon drapeau, ça veut dire quelque chose. Et tous les symboles de la liberté, égalité, fraternité, laïcité, pour moi, ça veut dire quelque chose. Alors dans la journée, en fait, ce que je fais, c'est que moi, ce que j'adore, c'est rester tranquille chez moi, au calme et lire. Mon voisin me dit que je suis une serial liseuse. C'est-à-dire, c'est rigolo, mais c'est-à-dire qu'en fait, je peux passer des heures à lire. Ça me permet vraiment de m'évader totalement. Ça me calme en fait. Puis il y a le fait aussi que je participe à des concours d'écriture. Et là, ça fait 3-4 ans que régulièrement mes textes et ceux de ma sœur sont publiés dans ces concours. Du coup, j'ai écrit un petit livre, c'est des histoires, ça s'appelle Les Aventures du Chevalier Elliot. Tout ça pour dire qu'en fait, je fais quand même des choses, mais tout ça, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Et ça se fait pas tout seul en fait. Je passe des castings, de temps en temps j'ai des petits rôles dans des courts-métrages et pour moi c'est le summum. Donc là il y a un court-métrage que je vais voir bientôt parce que j'ai pas encore vu, donc c'est 0 gramme. Effectivement vous êtes en retard, vous avez vu l'heure? C'est pas cette heure-là que vous allez avoir votre rendez-vous. Écoutez, je m'excuse madame, mais j'ai eu des soucis pour vous. Mais monsieur, je ne veux pas le savoir. Quand vous avez un entretien, vous prenez vos responsabilités. Vous arrivez à l'heure et même en avance, 1 euro dans l'avance. Et surtout, vous êtes sobre. En fait, je n'aime pas jouer le rôle d'une malade. Je n'aime pas jouer le rôle d'une handicapée, ça c'est clair. En fait, moi j'aime bien jouer des rôles de méchante. J'aime bien jouer des rôles qui ne me correspondent pas du tout. Donc voilà, moi je suis une vraie gentille en fait. Tout ce qui me permet, tout ce qui s'éloigne de la maladie, pour moi c'est bien. Mais du coup, ça, voilà, ça me fait ma bouffée d'oxygène. Donc j'ai cette petite fenêtre, en fait, cette respiration. Une autre respiration, c'est qu'en fait, 2 fois par semaine, je vais au cinéma, quand bien sûr je peux physiquement, parce qu'il y a des jours où c'est compliqué, c'est sûr. Les mercredis, quand je suis en forme, quand c'est possible, je vois une art thérapeute. Ça s'appelle art thérapie évolutive. Donc en fait j'arrive, j'ai envie de faire un truc, je fais un peu n'importe quoi, c'est pas grave. L'histoire c'est de faire un truc et que ça soit moche ou que ça soit beau, pour moi c'est pareil en fait. C'est juste que, comme je disais là tout à l'heure, c'est que juste que je veux m'exprimer et je veux déposer quelque chose. Et ça, ce quelque chose, ça sera une émotion, un sentiment, enfin voilà, ce que j'ai envie. Voilà. Et après, avec Martine, des fois on discute par rapport à ça et elle m'aide un peu à harmoniser, on va dire. Voilà. En fait, on le transforme, on l'harmonise pour que... C'est comme si tu passais un câlin sur un problème ou sur une émotion négative. En fait, ça t'aide à assainir, à aplanir et que du coup, tu sois sereine par rapport à ça. Pour moi, c'est pareil. Ça constitue aussi une bouffée d'oxygène et ça contribue à mon équilibre. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je m'en sors, que j'arrive un peu à, je dis, tu vois, sublimer la douleur. C'est-à-dire que je ne suis pas que douleur, j'arrive aussi à m'exprimer d'une autre façon
de prendre des médicaments et de m'allonger dans mon lit en me disant c'est horrible, j'ai mal de partout, qu'est-ce que je fais? Quand je fais mon truc avec la peinture, quand je suis au cinéma et quand je passe mes petits castings et quand j'ai la chance d'avoir des petits rôles, en fait je me dis c'est super, yes, je l'ai fait, oui ça y est j'ai réussi un truc et c'est formidable et voilà, je ne suis pas que douleur et je ne suis pas que handicapée. Et pour moi ça c'est vital en fait. Donc ça a été fait de la main gauche parce que c'est ma main gauche qui a des problèmes de coordination. Les petits points noirs, c'est mes doigts, c'est les empreintes de mes doigts. Bon, le titre du tableau, il n'est pas très rigolo, mais c'est la vérité, je l'ai marqué au dos. Ça s'appelle Les condamnés à mort. J'avais envie d'un chant comme ça, orange. Et c'est mes petits doigts qui sont condamnés à mort. Je sais, c'est pas très rigolo, mais l'artiste s'exprime. Donc je le mets là. J'ai la maladie depuis l'âge de 29 ans, donc ça fait 24 ans. Du coup, ça veut dire que la maladie, elle a duré plus d'années. J'ai eu plus d'années avec la maladie que sans années. D'habitude, je ne parle jamais de la maladie parce qu'en fait, si je parle de la maladie, ça veut dire qu'elle existe et j'ai pas envie qu'elle existe, même si malheureusement elle existe, puisque tout mon quotidien, en fait, il est fait en fonction de la maladie. Donc, je peux expliquer par exemple qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore cette maladie. En fait, quand tu penses à la sclérose en plaques, tu vas penser à tout ce qui est neurones, système nerveux, le cerveau et la moelle épinière. Donc c'est-à-dire moi, ce qui est attaqué chez moi, c'est le système nerveux. Le système nerveux, en fait, il est protégé par une gaine qui s'appelle la myéline. Et moi, la maladie, comme c'est une maladie auto-immune, en fait, elle attaque cette gaine de protection, ce système nerveux. Écoute, je vais me tenir à la rampe et tu vas me tenir... Devant, je pense. Ouais, voilà. Ça va bien, là, non? Oui, ça va. D'accord, c'est quand même devant, tu veux. C'est gentil. Donc c'est pour ça qu'en fait, je me déplace en optibus. C'est des chauffeurs qui viennent me chercher et qui m'accompagnent à mes activités ou à mes rendez-vous médicaux. Et toute seule, je ne suis pas vraiment autonome. Et l'histoire des cheveux roses, c'est-à-dire que dans la sclérose, en plaques, il y a le mot rose. Et moi, je préfère penser à la maladie comme à une rose qu'à une sclérose. Et je préfère que les gens regardent mes cheveux roses, qu'ils me regardent moi en tant qu'handicapée, et moi en train de marcher péniblement avec ma canne. Au niveau des symptômes, j'ai des fourmis dans les pieds, dans les mains, j'ai des crampes qui sont extrêmement douloureuses, j'ai des contractures, j'ai des problèmes d'équilibre, j'ai des problèmes de marche. Je suis hypersensible au bruit, je suis hypersensible à la lumière. Par exemple, dans une pièce, s'il y a trop de monde, si tout le monde parle en même temps, si tu vois, il y a de la musique, s'il y a un téléphone qui sonne ou s'il y a trop de stimuli, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser et en fait, ça me fait souffrir physiquement. Et quand ça me fait souffrir physiquement, du coup, bon, bien sûr, j'ai plus de douleur, j'ai plus de fatigue. Et en fait, le stress, ça peut me déclencher des poussées. Parce qu'une des particularités de la maladie, donc de la sclérose en plaques, c'est que quand la myéline dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est attaquée, ça fait des petites lésions, d'où le nom sclérose en plaques. En fait, ça fait comme des plaques. Et après, on est malade et ça s'appelle des poussées. Et ces poussées, on peut essayer de les éviter avec des traitements, des médicaments ou des perfusions corticoïdes. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu que les effets secondaires, à savoir insomnie, mal au ventre, envie de vomir, ton rythme cardiaque qui s'affole et tout ça, et j'ai eu 0 effet positif. Et là, prochainement, je dois faire une série de perfusions, donc à savoir une demi-journée par mois, pendant 3 ou 4 mois. Donc on va voir si je réagis mieux à ça.
pour l'instant, heureusement, j'ai besoin de personne pour prendre ma douche ou pour aller aux toilettes. Moi, je souffre en continu, c'est-à-dire que je souffre 24 heures sur 24. Mes douleurs sont réfractaires aux antidouleurs. En gros, c'est ça. Ça me pèse de sortir, ça me pèse d'être dépendante des autres et ça ne peut qu'empirer. Ça sera de plus en plus dur. Donc en fait, on souffre aussi psychologiquement et physiquement beaucoup. Voilà, quand on est malade comme moi, on a une maladie incurable, donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai décidé de mettre mes proches au courant en disant voilà, le jour où j'en peux plus, le jour où où je suis au fauteuil roulant par exemple, le jour où mes douleurs seront trop fortes, et bien ce jour-là, pardon, ce jour-là, en fait, je voudrais qu'on m'aide à mourir et que je puisse mourir dans la dignité. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'en fait, ma famille, enfin mes proches, ils ont vraiment totalement compris. Chacun a réagi à sa façon, avec sa personnalité, etc. Mais en fait, ils ont été là. J'aimerais pas donner à mes enfants une image, enfin la dernière image d'une personne sénile, d'une personne handicapée, d'une personne qui comprend plus rien, etc. Comme c'était le cas d'ailleurs de ma mère, les 2 dernières années étaient devenues complètement dépendantes et il n'y avait plus de contact avec elle. Et donc j'ai pas une belle image d'elle et j'avoue que le jour de sa mort, je me suis senti libéré. Je me dis, enfin, je n'ai plus à voir ma mère qui était très active, très vive d'esprit, etc. Je suis content de ne plus la voir incontinente, radotante, ayant perdu la mémoire, ayant perdu l'esprit, ayant perdu la vue, ayant perdu l'ouïe. Donc j'ai une triste image de ma mère. Quant à mon père, il avait le cancer du poumon. Il a énormément souffert la dernière année de sa vie. Et il a fini par me dire je n'en peux plus, je souffre trop. Je sais que mon cancer était irrémédiable. Il avait perdu, enfin il arrivait à 30, 32, 33 kilos, il était maigre comme tout. Il avait d'ailleurs, il n'avait plus de voix, on lui avait fait une trachéotomie, je crois, quelque chose comme ça. Et donc il m'a dit un jour, j'en peux plus, dis au médecin de me donner des calmants à très forte dose pour que je quitte la vie. Et le médecin a accepté de lui donner des produits extrêmement forts et pour que mon père décède. Aujourd'hui, moi j'envisage a priori l'euthanasie comme une solution à une fin digne. Alors en France, malheureusement, la réglementation, elle est très en retard sur d'autres pays européens. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous propose, c'est de faire partie du protocole, on va dire, soins palliatifs. C'est-à-dire que si le médecin est d'accord, il va te mettre dans un coin, parce que j'appelle ça être dans un coin, il va arrêter de te nourrir, il va arrêter de te donner à boire, et il va te donner quelque chose pour que tu souffres moins. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre dans un coin, voilà, et toi, ben, tu vas mettre
des jours, voire des semaines à mourir. Donc moi, j'ai pas envie de ça. J'estime que voilà, mon corps il est à moi, j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps il appartient pas au milieu médical, mon corps il appartient pas à l'État, pas à un milieu politique, mon corps il appartient pas à Dieu parce que je crois pas en Dieu, donc j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps. On sait que l'euthanasie n'est pas autorisée en France. Maintenant, sur le plan, disons, social, les avis sont évidemment partagés. Évidemment, les gens qui sont contre disent que si on commence à accepter l'euthanasie, c'est la porte ouverte à la sélection selon des critères qui risquent d'éliminer toute une partie de la population. Les vieux, les handicapés mentaux, les handicapés physiques, etc. Bon, je crois que c'est pas un argument très solide dans la mesure où la loi est là pour cadrer, bien cadrer l'euthanasie. Mais c'est vrai que c'est un risque. D'ailleurs, c'est un petit peu le danger de cette surpopulation où peut-être on pourrait utiliser l'euthanasie pour éliminer des gens qui, économiquement, des vieux par exemple, n'ont plus de productivité, donc ils sont plus utiles à la société économiquement parlant. Parce que socialement, c'est encore autre chose. Notamment en Afrique, les vieux sont extrêmement respectés, en Asie aussi, et le respect est souvent dû à la sagesse des propos qu'ils peuvent tenir grâce à l'expérience qu'ils ont acquise de la vie. Donc si sur le plan économique, ils ne produisent plus rien, ils sont même peut-être certainement une charge économique à la société. Par contre, du point de vue social, ils peuvent apporter encore beaucoup. La difficulté aussi pour le médecin c'est comme celui par lequel l'acte va être accompli. Mais le médecin, lui, au contraire, son boulot, son travail, dès le départ, c'est au contraire de guérir la maladie pour maintenir les gens en vie, pour maintenir l'état de vie. Donc, quand on va demander au médecin d'assister quelqu'un pour le rapprocher de la mort, c'est pratiquement l'opposé de toute la formation qu'il a reçue, c'est l'opposé de toute son éthique. Donc ça va être très 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 difficile pour lui. Les gens qui sont contre l'euthanasie, c'est beaucoup, la plupart sont des gens qui sont encore très très croyants et qui ont un respect de la vie, qui disent tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a une chose que je partage avec elle, la vie est précieuse. Je crois que peu de gens sont encore conscients qu'on est sur la Terre, qui est une planète absolument fabuleuse, où il y a la vie. Il y a la vie des plantes, il y a la vie animale, il y a la vie humaine. C'est vrai que c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Dans aucune des planètes du système solaire, ça n'existe. Jusqu'à ce jour, on ne l'a pas trouvé en tout cas. Il est probable que dans tout le système, dans toute notre galaxie, il y a peu de chances que l'on en trouve. Maintenant, il y a d'autres galaxies. Il peut y avoir d'ailleurs peut-être d'autres formes de vie. Mais en tout cas, on a cette chance sur la Terre d'avoir cette vie. Et la tuer, c'est un crime abominable. Mais euthanasie, ça ne veut pas dire tuer la vie. Ça veut dire quand même tuer ce qui reste de trop peu de vie qui ne devient plus supportable. Ce qui se passe, c'est que le législateur, ceux qui font les lois, ils sont en retard sur l'avancée au niveau des mentalités des Français. Et du coup, on est obligé d'aller à l'étranger, donc d'aller en Suisse ou en Belgique. La Belgique et la Suisse, elles n'ont pas à se substituer à la France. Normalement, la France, elle devrait prendre soin de ses malades, et si le malade, le jour, il n'en peut plus, eh bien la France, elle devrait lui donner la possibilité de mourir dans la dignité. Et ça, c'est un truc que j'ai du mal encore à accepter en France. Et en plus, maintenant, la France et la Suisse, d'après ce que j'ai entendu dire, commencent un peu à refuser
d'accueillir des Français chez eux, en Suisse ou en Belgique, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas à se substituer à l'État français, à la France, ce que je peux comprendre. Mais il n'empêche qu'en fait, on a une double peine. C'est-à-dire que déjà, on souffre. C'est pas normal que nous, en fait, malades, on soit à la fois pénalisés parce qu'on a une maladie incurable et grave, et en plus pénalisés parce que du coup, on est obligé de trouver des solutions à l'extérieur du pays. Donc ça fait quelques années maintenant que je me suis rapprochée d'une association qui s'appelle l'ADMD, donc l'aide à le droit à mourir dans la dignité en fait, et que je me suis rapprochée aussi d'une association qui s'appelle Ex International et qui se trouve en Suisse. Le premier but de la DMD, cela a été de lutter contre la douleur, donc prendre en compte et en charge la douleur. Donc il y a une loi assez importante qui a été votée en ce sens, c'est la loi du 4 juin 1999-2016. Notre deuxième objectif a été et est toujours de lutter contre ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique et ce qu'on appelle maintenant l'obstination déraisonnable. Et le troisième point, comme je vous l'ai dit, c'est effectivement notre but d'obtenir une loi permettant de légaliser l'euthanasie, qui veut dire bonne mort, parce que c'est un mot qui peut faire peur, et le suicide assisté. Donc pour cela, nous allons à la rencontre des députés, des sénateurs, quand ils veulent bien répondre à nos courriers ou nous recevoir, ce qui n'est pas forcément une chose évidente. Et donc quand nous rencontrons des députés ou des sénateurs, des parlementaires, des élus, nous leur montrons ce que nous, en tant qu'adhérents, nous avons rédigé, ce que nous voulons, pour qu'eux s'en inspirent, au cas où il faudrait effectivement déposer une proposition de loi, voire en voter une. Vous avez un député qui est un être, qui va mourir comme chacun d'entre nous, mais qui appartient à un parti. Et souvent dans ce cadre-là, même si c'est un thème très personnel, parce que c'est sur l'intime, le député ou les sénateurs, même s'ils sont favorables à nos idées à titre personnel, si leur groupe parlementaire leur demande de voter contre, jusqu'à présent ils votaient contre. Donc vous aviez des députés qui à titre personnel nous disaient en aparté « je suis pour, je suis d'accord », mais mon groupe m'interdit de voter votre proposition de loi ou d'être un petit peu d'accord avec vous. Donc quand il y aura une proposition de loi, je ne pourrai pas la voter. Et c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'à 2 reprises, il y a eu des propositions de loi qui sont venues jusqu'à la discussion, mais qui n'ont pas pu être votées, faute d'une majorité pour après aller plus loin dans le débat. Il y a des familles qui refusaient carrément de discuter et de prendre en compte ce désir-là de la personne qui est malade. Et du coup, il y avait des familles qui se disputaient alors que la personne elle est malade, elle a besoin de soutien. Et moi, en fait, avec ma famille, avec mes proches, ça n'a pas du tout été ça. Et ça, c'est un soulagement, parce que ça veut dire que c'est un confort pour moi, c'est un soutien. Par contre, c'est sûr que pour ma famille, pour mes proches, j'en demande beaucoup. J'arrêterai de vivre, mais ça sera pas, il ne faut pas le prendre comme un truc horrible en fait. Pour moi, là en fait, ça sera une libération, ça sera un soulagement. Parce que tout le temps je souffre. Je ne vais pas pouvoir supporter, en fait, je ne serai pas assez courageuse pour ça. Et du coup, je pense que pour eux, c'est moins traumatisant de penser que je ferai ça dans un milieu médicalisé que d'imaginer par exemple un jour où je me foute en l'air carrément. Moi déjà, je pense que je ne le ferai pas parce que je connais des gens qui ont perdu quelqu'un qui s'est suicidé et en fait ils sont traumatisés à vie. Et ça, je veux pas que ma famille soit traumatisée à vie. Mais ça sera fait de belle façon, ça sera fait de bonne façon. Et en grec, j'ai lu ça là, récemment, l'euthanasie ça veut dire la belle mort.
Donc moi, c'est ce que je veux. Je veux une belle mort, et voilà. C'est... Laisser les gens libres de décider par eux-mêmes. J'en ai rediscuté aussi avec un de mes médecins qui est tout à fait en France, qui est tout à fait d'accord avec mon projet. Et ce médecin m'a dit qu'il serait là pour m'aider. Donc je ne peux pas dire le nom du médecin. Bien sûr, quand mon état sera très avancé et que voilà, que ça sera le moment. Mais ça va aller, tranquille.